Ok, bonjour à tous. Donc on revient sur ces petites capsules sur les méthodes d'apprentissage supervisé dans ce cours de sciences de données pour les actuaires. Je vais basculer directement sur mes transparents, je pense que ce sera aussi simple. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule où on parlera d'arbres de classification, d'arbres de régression. Donc je vais vous présenter un petit peu la théorie, vous expliquer un petit peu l'algorithme qui se cache derrière, et puis vous montrer sous R comment ça se programme, quelles sont les limites, quelles sont les choses qu'on peut construire autour de ça. Il y aura une petite capsule dans ce numéro 4 qui va suivre, qui est que pour la première fois, ici, on va commencer à vraiment rentrer dans des modèles non linéaires. Donc jusqu'à présent, on était resté autour de ces modèles linéaires, donc que ce soit des classifieurs linéaires ou finalement le modèle de base, c'était quand même les GLM, où on avait des interprétations très simples de nos coefficients bêta et de nos modèles. Okay, donc classiquement, dans un modèle linéaire, ce qu'on va dire, c'est que bêta 1, c'est de combien mon y va varier si jamais mon x1 varie de plus 1 quand on est sur une variable continue, et sinon c'est une interprétation dans le cas des variables factorielles avec des classes par rapport à la position, à un niveau de référence. Mais j'ai une interprétation profonde de mes coefficients. Et là, on va arriver à un modèle dans lequel on n'a pas de paramètres de cet ordre-là, mais on aurait quand même envie d'interpréter. Donc il y aura une capsule qui va venir juste après sur la question de l'interprétabilité, donc qui sera un petit peu formelle, un petit peu théorique, mais dans lesquelles je vais quand même proposer des outils, en particulier les notions de partial dependence plot, donc qui permettent de visualiser un petit peu le lien entre une variable explicative et la variable d'intérêt. Okay, donc les arbres sont importants et on le verra ensuite après. Ce qui arrivera en numéro 5, c'est des problèmes de méthode d'ensemble où on va essayer de créer plein de modèles et ensuite de les agréger. Et les arbres sont des outils assez simples pour créer des modèles assez simples. Okay, donc voilà, donc on va présenter un petit peu ces notions d'arbres. Alors je vais pas rentrer dans les algorithmes très poussés, on va rester autour de ce qui s'appelle les méthodes cartes, donc Classification and Regression Trees, okay, donc qui sont les méthodes les plus simples pour créer des arbres. Donc je vais expliquer la philosophie essentiellement dans le cas continu. Donc dans le cas où vous avez des variables x qui sont continues, pardon, et je ferai une petite discussion à un moment dans les slides à la fin, je crois, dans le cas factoriel, pour expliquer en gros ce qui se passe. Mais c'est plus simple à comprendre, je pense, dans le cas continu. Donc, je vais revenir un petit peu déjà sur l'utilisation des arbres. Donc, je vous ai mis voilà, au moment où je fais la capsule, on est en plein dans les élections américaines. Donc, j'ai ressorti des vieilles capsules, enfin des vieilles images tirées du New York Times, d'arbres dans un contexte d'arbres de décision. Okay, et nous, ça va être la même chose. On va créer des arbres de décision, en fait, ici. Donc, l'arbre de décision, j'en ai présenté deux, un petit peu humoristique à gauche et un plus sérieux à droite. Donc, se lit toujours du haut vers le bas. Donc, on part d'une question en haut, et suivant la réponse qu'on apporte, soit on part à gauche, soit on part à droite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des arbres binaires, dans le sens où à chaque nœud, je me sépare en deux. Donc, ce qu'on va appeler un nœud, c'est un endroit où la branche se sépare. Okay, alors, on a une interprétation d'un arbre qui monte. Ici, l'arbre, il faut le voir descendant. Okay, donc, je pars d'en haut, j'ai un tronc. Donc, dans le tronc, il y a tous les cas possibles. Et ensuite, je vais subdivisionner pour créer cet arbre. Okay, donc, sinon, je pourrais le faire sur le cas de gauche, okay, qui est l'arbre de décision classique dans un problème de bricolage. La question, c'est est-ce que ça bouge? Donc, il y a deux réponses possibles. Soit c'est non, soit c'est oui. Suivant la réponse, on part sur une branche. Okay, donc, la branche, c'est la partie de gauche. Donc, la branche, en l'occurrence, ici, ce sera donc, je vais avoir une branche qui sera ma branche de non, qui va être cette branche-là. Et la question, donc, cette branche correspond au fait que ça ne bouge pas. Okay, est-ce que ça, donc, après, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que ça devrait bouger? Si la réponse est non, là encore, on part à gauche. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans un problème où il n'y a pas de problème de bricolage. Mais la question la plus importante, c'est souvent plutôt est-ce que si jamais ça ne devait pas bouger, pardon, si jamais ça devait bouger, dans ces cas-là, il faut graisser un petit peu. Okay, donc, suivant la réponse qu'on donne, donc ici j'ai ma réponse en oui, et de l'autre côté j'avais ma réponse en non. Okay, je pars soit à gauche, soit à droite dans mon arbre de décision. D'accord? Donc les arbres vont toujours être constitués comme ça, avec ces branches,
et ces points importants qui sont donc ces nœuds, ok, qui sont les moments où les branches se séparent. D'accord. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'on va vraiment faire du jardinage et on a vraiment cette constitution à base d'arbres dans le sens où quand on va commencer à créer notre arbre, on va avoir deux petites branches qui partent et au bout, on va avoir des feuilles. Et éventuellement, ces feuilles, je vais décider de les laisser grandir, qui vont me donner deux autres branches avec des feuilles au bout. Okay. Donc, ce qu'on appelle les nœuds, c'est le moment où ce sont les points où je vais avoir deux branches qui partent, une à gauche, une à droite. Et ce qu'on va récupérer à la fin, qui sont finalement les étapes finales, c'est ce qu'on va appeler ces feuilles. D'accord. Donc, les nœuds terminaux, ce qu'on appelle les feuilles de l'arbre. D'accord. Donc, on a deux types de nœuds. Okay. Les nœuds qui sont des nœuds où on a des embranchements de branches et les nœuds terminaux qui sont les endroits où on a des feuilles. Okay. Donc ça, faut bien retenir. J'ai envie de garder la terminologie de nœud parce qu'en fait, même les feuilles, quand on va commencer à créer notre arbre, on va créer un arbre tout petit. L'arbre commence toujours par cette première étape, qui est l'étape du haut, qui est juste de se poser la première question. Donc la première question va nous permettre de créer un tout petit arbre tout simple, qui est un arbre binaire, avec juste deux feuilles. Okay. Et simplement, une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question de, finalement, est-ce que ce groupe, est-ce que cette catégorie de possibilités, est-ce que je ne pourrais pas, là aussi, recréer un arbre, et au fur et à mesure, on va s'amuser comme ça à créer des subdivisions à chacun des cas. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va créer nos arbres. Ok, donc cet exemple de bricolage, de est-ce que ça bouge, est-ce que ça ne bouge pas, est-ce que ça devrait bouger, est-ce que ça ne devrait pas bouger, soit je mets de la graisse, soit je mets au contraire du scotch tape. C'est un exemple un peu simpliste. L'exemple de droite est plus intéressant parce que ça correspond effectivement à un problème d'une espèce de prévision de qu'est-ce qui devrait se passer. Donc en l'occurrence, ici, on a les swing states, les endroits où il va se passer des choses. Donc, alors, en l'occurrence, c'est pas des swing states, c'est juste des questions en fonction des endroits ou des counties dans lesquels il y avait différentes informations. Donc, suivant la proportion de jeunes, donc c'était au moment des primaires, pour décider entre Obama et Clinton. Et donc, en fonction essentiellement de critères raciaux, de critères d'éducation, de critères de richesse, de critères d'âge, on peut faire une prévision de la proportion de personnes qui vont voter pour Obama et Clinton et voir qui l'emporterait dans chacun des cas. Donc, on voit apparaître une information intéressante. Donc, je vais juste insister un tout petit peu là-dessus. Par exemple, ici, on se pose la question, est-ce que le taux de graduation de l'enseignement secondaire plus élevé que 78%? Donc, on voit une information intéressante, c'est qu'on a une variable. Donc, on a une variable x1 qui va être tout simplement le taux de diplomation. Et je me pose tout simplement une question qui est, est-ce que x1 est plus grand qu'un certain seuil ou x1 est plus grand qu'un autre seuil? Donc ça, c'est la manière dont généralement on va constituer nos arbres. Donc notre question binaire, oui, non, on va tout simplement se poser avec des seuils. Okay. Donc quand on aura une variable continue, si jamais je suis plus petit que le seuil, c'est-à-dire, donc ici on pose la question d'est-ce qu'on est plus grand. Okay. Donc est-ce qu'on est plus grand? La réponse est non. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a été plus petit. Okay. Si jamais on est plus grand, dans ces cas-là, on va plutôt aller à droite. Donc, on est plus grand que le seuil. Okay, donc, à chaque fois, on va se poser ces questions de position par rapport à des seuils. Et c'est quelque chose qu'on va faire continuellement. D'accord. Donc, ici, le premier. J'avais oublié le premier nœud. Mais ici, le nœud se sépare à l'aide d'une variable. Donc, en fait, derrière chacun des nœuds se cache une variable. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être important de comprendre pour la suite. Si je regarde plus précisément ce qu'il y avait comme toute première variable, la première variable, c'était tout simplement, est-ce que dans le comté, il y a plus que 20% de personnes, de personnes noires. Okay. Donc, on a notre variable, en l'occurrence, alors je vais l'appeler x0 pour simplifier. x0, ça va être le premier nœud. C'est tout simplement la proportion de personnes noires. Et je me pose la question de est-ce que x0 est plus petit que 0.2 ou est-ce que x0 est plus grand que 0.2. Et suivant la réponse, je pars soit à droite, soit à gauche. Donc, soit je suis plus petit, soit je suis plus grand, ou alors je pose la question de est-ce que c'est plus grand, je réponds oui ou non. Okay. Donc, on voit apparaître comme ça nos variables explicatives.
différentes, mais de l'autre côté, elle pourrait revenir plus tard. Éventuellement, dans mon arbre, à un moment, je pourrais reposer la question de, en fait, est-ce que dans ce comté, le taux de personnes noires, il est plus grand que 5%? Okay. Donc peut-être que 20% me permet de décider de manière très très simple en disant, enfin c'est ce qu'on voit ici, hein, si jamais il y a une proportion de personnes de couleur noire assez élevée, Obama l'emporte. Voilà, donc, cliché, mais qui semblerait faire du sens d'un point de vue modèle. Okay. Mais on pourrait se poser la question, une fois qu'on a corrigé d'une variable d'éducation, une fois qu'on a corrigé une variable de richesse et ce genre de choses, on pourrait se poser la question, juste est-ce que c'est plus élevé que 5% ou est-ce qu'il y a plus de personnes d'origine hispanique que 10%? Enfin voilà. Et toute la grande question qu'on va se poser dans la construction de nos arbres, c'est quelles sont les variables importantes? Okay. Donc, quelles sont les variables qui me permettent de faire des choix, donc de créer mes branches? Quels sont les seuils? Okay. Donc, est-ce que je prends un seuil à 20%, à 30%, à 10%? Okay. Donc, ça va être à quel niveau je fais mon découpage. Donc, la variable, le seuil. Et autre chose, l'arbre se présente de manière séquentielle. Okay. Je vous dis, on commence par le haut, puis on va descendre au fur et à mesure. La première variable qu'on regarde, c'est la variable sur la race. Okay. Ça, ce n'était pas ce qu'on faisait en régression. En régression, on mettait tout ensemble et on regardait quelque chose en sortie. Alors, j'avais fait une petite discussion à un moment. La capsule est en ligne dans le cours, mais c'est en fait, on peut, c'est ce que raconte le théorème de Frisbot, hein, je peux forcer la première variable à être une certaine variable et ensuite apprendre de mes résidus et ce genre de choses. D'accord. Donc, on est capable de le faire, mais c'est pas naturel. Alors que dans les arbres, au contraire, c'est naturel et c'est comme ça qu'on va faire. Donc, il y a vraiment ces trois choses qui interviennent. Quelle est la variable? Bah, surtout, à quel moment on commence à subdivisionner? Donc, est-ce qu'on est au début ou est-ce qu'on est vraiment sur la toute fin? Donc, position dans l'arbre, la variable d'intérêt et le seuil. Okay. Donc, créer un arbre, ça va être ça. Donc, en termes formels, ça va être ça. Et la visualisation finale, ça va être ce découpage, qui est un petit peu le petit schéma avec des cerises là, que je vous ai fait, des branches et des feuilles en vert, avec des branches, des nœuds et ce genre de choses. Okay. Et alors, c'est ce qu'on voit. Alors, la distinction sur les feuilles, on la voit très clairement apparaître dans mon arbre, okay, y compris l'arbre de droite. Alors, je vais juste essayer de le montrer de manière assez apparente, mais dans tous mes nœuds terminaux, il y a une photo. Ça veut dire qu'on a tranché. Okay. Et donc, on voit quelles sont les proportions des personnes, enfin, quelles sont les chances de gagner de chacun des candidats, donc Hillary Clinton et Barack Obama. Et voilà, on a une décision qui a été prise. D'accord. Donc, on a fait une prévision. Par exemple, si jamais. Alors, j'ai commencé par dire qu'il n'y avait pas trop de noirs, donc on était à moins de 20%. Le taux de graduation est effectivement plus élevé que 78%, mais pas plus élevé que 87%. Okay. Est-ce que le comté est au nord ou au sud? On va supposer qu'on est plutôt dans l'ouest ou dans le Midwest. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de ménages relativement pauvres? Voilà. Donc on arrive comme ça sur notre branche. Donc à chaque fois, on voit que j'ai pris des décisions. Okay. Donc j'ai pas de coefficient multiplicatif devant ma variable. Donc je dis pas je prends un certain pourcentage du taux de personnes noires et puis je vais rajouter un pourcentage de réussite. C'est plutôt je fais des choix par rapport à des seuils. Et à la fin, je me retrouve, en l'occurrence quand je fais tous ces choix, parce que je vais faire une prévision dans un comté. Donc ce comté-là, il n'y a pas beaucoup de noirs, il y a un taux d'éducation élevé, mais pas trop élevé, ce genre, etc. Et on arrive à cette classe-là. Et dans cette classe-là, on dit que Clinton va gagner dans ces comtés. Donc on a en plus une information sur la probabilité. Alors en l'occurrence, on la donne plutôt sous forme de cote, où on nous dit que Clinton va gagner 52 des États et Obama va gagner 25 de ces États. Donc en faisant le ratio, on récupère une probabilité. Donc en gros, la probabilité que ce soit un Clinton qui gagne doit être de l'ordre de 52 sur 77. D'accord. Donc on est au-delà de... On est à peu près à 2 tiers. Quoi. Donc, dans ces comptés-là, ma prévision sur la probabilité que Clinton gagne devait être de l'ordre de 2 tiers, alors qu'elle était pour d'un tiers pour Obama. D'accord. Donc en fait, dans chacun des nœuds, on récupère une prévision, une probabilité que chacun des candidats l'emporte. Alors on a la probabilité qui est indiquée en toute petite, mais surtout on a un classifieur, donc il nous dit qui l'emporte. Donc il prend une décision. Alors, la décision est très simple, hein, c'est la règle bayésienne. Hein, si jamais la probabilité dépasse 50%, je dis que c'est telle personne qui gagne.
Et donc, on a constitué comme ça notre arbre. OK? Donc ça, c'est l'arbre de classification standard avec donc, cette vision descendante avec des branches. À chacune des branches, on a un split qui va se faire. Donc soit je pars à gauche, soit je pars à droite. Suivant une question très simple, basée sur une seule variable, essentiellement sa position par rapport à un seuil. Alors, on le voit quand même apparaître à un moment. Où est le comté? Est-ce que le comté est au nord-est ou au sud? Ou est-ce que le comté est dans l'ouest ou au mid-ouest? Okay. Donc, on voit apparaître des classes. Donc, mes comtés étaient visibles. Il y avait une variable géographique qui prenait 4 modalités, A, B, C, D. Je dis que si jamais je suis de type A ou B, je vais à gauche, mais je suis de type C ou D, je vais à droite. Donc, on peut mettre des variables factorielles. Okay, mais ça, on en reparlera plus tard. Je n'ai pas envie de le mettre ici parce qu'encore une fois, les variables factorielles, ça rend le formalisme un petit peu pénible. Donc, on va l'oublier un instant. Et à la fin, une fois que toutes les décisions ont été prises, j'ai ma prévision dans chacune des feuilles qui sont les nœuds terminaux de mon arbre. OK? Donc, ça va être la constitution de mon arbre. Donc, maintenant, je vais essayer de formaliser un petit peu tout ça, maintenant qu'on a compris les grandes idées. Qu'est-ce que c'est que faire un arbre? Alors, pour faire un arbre, déjà, il nous faut, donc j'ai peut-être oublié de mettre le formalisme classique, mais pour faire un arbre, il nous faut des données. Okay, donc, le point de départ, c'est qu'on a une base de données, c'est-à-dire essentiellement des YI et des XI. Okay, si jamais YI est une variable factorielle, alors je vais mettre de manière très simple du 0 ou du 1, dans ces cas-là, on va parler d'arbre de classification. Okay, et un YI qui est quelque chose qui va être quelque chose de réel, je vais parler plutôt d'arbre de régression. Okay, donc c'est comme ça qu'on va créer nos arbres. Qu'est-ce que ça veut dire créer un arbre? Créer un arbre, alors, c'est pas comme ça que je vous l'avais présenté, mais ça va être fondamentalement partitionner l'espace. Okay, donc, à quoi ça sert un arbre? Ça sert à récupérer une prévision. Une prévision, ça va être un P de X. Si vous voulez, je mets un chapeau pour vous dire que c'est effectivement une prévision. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez avec des X en input et je dois vous donner quelque chose en output qui serait une probabilité. Et cette probabilité, la manière dont ça va se faire, c'est qu'on va découper l'espace. Okay, donc, l'espace, il est défini sur mon ensemble de mes variables X. Donc, supposons que j'ai deux variables, X1 et X2. Okay, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer des partitions. D'accord? Donc, je vais éventuellement dire, je vais vous le faire comme ça, je vais dire, dans cette région de l'espace, je vais donner une certaine probabilité. Donc, peut-être que la probabilité de valoir 1, elle sera de l'ordre de 2 tiers. Et puis en bas, je vais avoir une autre région, ici par exemple. Dans cette partie de l'espace, au contraire, ma probabilité, elle serait de 1 cinquième. Et puis, j'en mets une dernière qui va être cette région-là. Okay, dans cette partie de l'espace, ma probabilité sera peut-être de 1,5. D'accord? Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de séparer l'espace de manière relativement simple. D'accord? Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Donc, on va essayer de subdivisionner, donc de diviser l'espace des variables explicatives. Donc, l'espace, ce que je notais classiquement, X en lettres calligraphiques, en un certain nombre de régions. Okay, donc, les régions vont correspondre chacun à une feuille. Okay, donc, ici, j'ai découpé en 3. Donc, mes J régions, ça veut dire que je vais créer, en l'occurrence, 3 régions. Donc, j'ai ma région R1, R2 et R3. Okay, donc, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est que le découpage 1 soit disjoint. C'est-à-dire que je ne peux pas être dans deux régions en même temps. Okay, et on le voit ici, j'ai un découpage très net de mes régions. Okay, donc, il y a peut-être une région d'incertitude quand on est pile poil sur le bord, mais ça, on essaiera de le trancher. Encore une fois, quand je peux revenir sur les arbres, mais c'est ce qu'on faisait auparavant, quand je disais je vais découper suivant que le taux de graduation il est strictement plus petit que 78% ou supérieur ou égal à 78%. Okay, j'ai coupé en deux, suivant une seule variable qui était le taux de graduation. Donc, j'avais ce taux de graduation qui était comme ça. Ce que je dis, c'est très exactement la chose suivante. Si jamais je suis à gauche, je pars dans la branche numéro 1, et si jamais je suis à droite, je pars dans la branche numéro 2. Donc, on avait ce découpage par rapport à ce 78%, mais de manière non ambiguë. Okay, donc là, ça va être la même chose. Premièrement, je vais commencer par supposer que toutes mes régions de l'espace sont disjointes, et que quand je les prends toutes, j'ai récupéré tout l'espace. Donc, il n'y a pas de région d'indétermination, il n'y a pas de région vide. Okay, donc, je ne peux pas avoir des régions. Donc, c'est un peu tordu ici parce que j'ai des courbes un peu bizarres, donc je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elles se prolongent, mais ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de découper tout le plan.
Okay, donc, il n'y a pas de région de l'espace où je ne sais pas dans quel nœud il se trouve. D'accord? Donc, j'ai besoin de créer des subdivisions de mon espace, première chose. Et ce que va faire l'arbre, c'est nous dire que dans chacune des régions, on va lui affecter une probabilité. Donc, c'est ce que je disais dans mon graphe en disant dans toute cette région-là, dans toute la région verte qui est en bas à gauche, j'ai la même probabilité qui est de l'ordre de 1/5. Okay, donc, dans une feuille, donc cette région, je vais l'appeler ma feuille, je vais donner la même probabilité. Et classiquement, ce qu'on fera, c'est tout simplement dire qu'on va prendre la moyenne des observations dans la classe. D'accord? Donc, ce que je vais dire, pourquoi est-ce que je prédis 1/5? Donc, peut-être qu'ici, je mesure, je ne sais pas, des taux de décès. Voilà. Je veux savoir en fonction, on viendra sur la base myocarde, dont j'avais déjà un petit peu parlé. Donc, j'observe des différentes grandeurs, j'observe une pression ventriculaire et j'observe je ne sais pas quoi, moi, un autre type de pression sur une veine, ou je ne sais pas quoi, moi, un truc de médecine. Donc, j'ai deux grandeurs avec deux observations, et suivant les deux observations, je pense que la probabilité de survie est importante ou pas. Okay, donc, par exemple, dans la partie en bas à gauche, je regarde toutes mes observations qui sont dedans. Okay, donc, éventuellement, j'avais des observations ici. Donc, j'avais peut-être une dizaine d'observations dans cette région. Je vais prendre la moyenne empirique et dire que ça correspond ça va me donner un proxy, en tout cas, de la probabilité de survie, si jamais je prends la proportion de personnes qui ont survécu dans cette région-là. Okay, donc, c'est généralement, effectivement, comme ça qu'on va faire. Donc, quand on fera une régression, en tout cas, on pourra prendre la moyenne. Donc, si jamais j'essaie de travailler sur un problème qui n'était pas un problème de classification, mais un problème de régression, ben, je dirais, ben, par exemple, je vais prendre les prix des maisons. J'ai le prix des maisons, je mets la superficie du logement en bas, je mets l'année de construction en ordonnée. Okay, et je vais dire que les maisons qui sont neuves et qui sont grandes, bah, je vais prendre le prix moyen de ces maisons-là, et ça me donne normalement un estimateur de mon espérance de Y conditionnellement MSX. Okay, encore une fois, je prends juste une fréquence une moyenne empirique comme étant un proxy de l'espérance. Dans le cas des classifieurs, on verra, on peut récupérer soit la probabilité. Donc, la probabilité nous intéressera parce que, encore une fois, c'est un cours dans le programme d'actuariat. Ce genre de choses, on l'utilisera éventuellement pour calculer des primes. Une prime, quand je fais un calcul de prime, je n'ai pas besoin de savoir si une personne décède, j'ai besoin d'avoir sa probabilité de décès pour deviner le prix d'une assurance décès. Okay, pareil, pour un contrat d'assurance auto, je n'ai pas besoin de savoir si une personne aura un accident, donc je n'ai pas besoin de la mettre dans une classe. Quelque part, je m'en fiche de savoir si la personne a un accident ou pas. Ce que je veux, c'est la probabilité d'avoir un accident. Et la prime doit être proportionnelle à cette probabilité d'avoir un accident. Okay, essentiellement parce que cette probabilité est prédictive, alors que la survenance s'observe a posteriori et que l'assurance est fondamentalement un principe a priori. Okay, donc on paye la prime au début et ensuite on est couvert pendant toute la période de couverture. Dans le cas des classifieurs, et c'est un petit peu ce que je racontais dans le cas de cette primaire entre Clinton et Obama, on avait les photos qui apparaissaient. Donc en fait, on avait un classifieur. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un principe de majorité. Alors, je reviendrai sur le principe de majorité par la suite, en particulier dans la méthode ensembliste. On va juste dire, si jamais j'ai besoin de déterminer la classe, je regarde qui l'emportait dans mon classifieur. Donc, mon classifieur ici, c'est du 0,1, c'est survie-décès. Si jamais il y a plus de décès que de survivants, je vais prédire qu'une personne décède. Okay, ce qui revient à dire que je prédis une catégorie sur la base de la probabilité par la règle de Bayes. En fait. Donc, si jamais la probabilité excède 50%, je le mets dans la catégorie des 1. Non, si on est plus petit que 50%, dans la catégorie des 0. Okay, donc, le point important, c'est que le découpage se fait sur la base d'une partition complète de l'espace. Okay, donc, il n'y aura pas de région à déterminer. Et dès que j'ai une nouvelle observation, de facto, elle est classée. Elle est classée parce que j'ai classé tout le monde. Alors, j'insiste là-dessus parce que les arbres, on en avait déjà un tout petit peu parlé quand on parlait de non supervisé. Je vous avais fait des classifications ascendantes hiérarchiques, par exemple, où on essayait de regrouper des individus pour créer des classes. Je ne créais pas une partition de l'espace. Je disais juste, l'observation 1, l'observation 7 et l'observation 8, elles sont dans la même classe. Okay, alors, on pouvait voir que quand on les regardait dans l'espace, ça correspondait à une certaine zone, mais ça ne me permettait pas de dire si une nouvelle observation tombe ici, au milieu de celle-là, elle sera dans cette classe-là. D'accord ? Donc, la classification ascendante hiérarchique était sur la base de créer des clusters d'individus. Ici, je suis vraiment dans un découpage d'espace, et donc je peux faire la prévision. Okay, donc, on a parlé un tout petit peu dans les capsules précédentes par exemple, des bases d'apprentissage et des bases de test. Pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut forcément être capable de pouvoir prédire autre chose que ce qu'on a observé. D'accord ? Donc, j'ai besoin d'avoir des prévisions
sur tout l'espace X. Donc mon P chapeau doit effectivement être une fonction qui est définie sur tout l'espace et qui sera à valeur dans l'espace de mes Y. Okay, ou de la probabilité si jamais je suis sur un problème de classe. Donc voilà, donc j'ai besoin fondamentalement de cette partition. Okay, c'est-à-dire que je n'ai pas d'ambiguïté et je suis capable de prédire pour n'importe quelle valeur. Okay, donc ça va être le premier point important. Donc on peut donner une prévision pour toutes les valeurs. Dans les arbres que nous on va construire, on va se limiter à un cas particulier parce qu'en fait, des partitions de l'espace en 5 classes, je peux vous en faire beaucoup, mais vraiment beaucoup. On va quand même se donner la possibilité d'en avoir beaucoup, mais déjà beaucoup moins. C'est que mes classes, ce que je vais demander, c'est qu'elles ne soient pas forcément de forme rectangulaire. Okay, donc, j'ai ma variable xi, x1, j'ai ma variable x2. La partition que j'avais faite tantôt, là, où je l'avais dit, je vais découper une partie comme ça, puis une autre partie comme ça, elle ne pourra pas exister. Les seules partitions qu'on va s'autoriser à créer, c'est des partitions de la forme suivante. Je vais avoir je me trompe de stylo. Je vais forcément avoir des découpages qui vont ressembler à des choses comme ça, où je vais avoir des régions qui vont se découper sous la forme de rectangles. Okay, dans l'espace. Okay, donc pensez à un tableau de Mondrian, enfin voilà, c'est des découpages en des petits rectangles. Okay, des découpages en des petits rectangles, mais qui sont de manière particulière. Si jamais je reviens un petit peu en arrière, alors je vais juste essayer de voir si je peux supprimer, je vais devoir le faire à la main. Donc je vais refaire la construction que je viens de le faire à la main. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui se cachait derrière. Donc je vous avais dit ici que j'avais ma variable x1 et que j'avais ma variable i2. Quand j'ai commencé mon découpage, j'ai commencé par faire un trait. Okay, donc la première étape, ça a été de dire, je vais découper comme ça. Et bien ça constitue un nœud. Okay, donc comment est-ce que je passe de cette partition à ma structure d'arbre? Précisément en faisant ce découpage de ce type-là. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ici, j'avais une première variable S, je vais appeler ça S1, et je disais, si jamais x2 est plus petit que un S1, je vais partir à gauche. Si jamais x2 est plus grand que S1, je vais partir à droite. Et donc, je crée comme ça mes deux régions de l'espace. Donc, mon premier découpage se faisait sur la base de mon x2. Soit je suis plus grand, soit je suis plus petit que mon C. Okay, donc, ma première étape, c'était de créer ces deux branches. La branche du haut, qui va être cette partie-là, et la branche du bas, qui va être au contraire toute la partie en dessous. Okay, donc, première chose, c'était de créer ce découpage. Ensuite, j'avais dit, je peux continuer à subdivisionner. Mais comment est-ce que j'allais subdivisionner? J'allais subdivisionner en disant que je regardais mes différentes régions de l'espace. Alors, première étape, c'était de dire, j'avais découpé horizontalement, mais ensuite je m'étais dit, éventuellement ici, je peux découper en deux. Découper en deux verticalement dans la partie bleue, ça correspond à dire en fait que quand j'étais sur cette branche, sur cette feuille, ce départ c'était une feuille, ma feuille va de nouveau se découper en deux branches, et va se découper en deux branches sur la base de x1. Okay, donc une fois que j'ai regardé ces individus qui étaient dans la partie en bas, je vais subdivisionner en deux sur la base de est-ce que x1 est plus petit ou plus grand que ce deuxième seuil. Okay, et j'avais dit, quand je vais dans la partie de droite, je peux faire un autre découpage qui serait peut-être ici. Donc peut-être que si jamais je suis dans la région jaune, je dois découper aussi horizontalement, verticalement, okay, et donc avoir une partie à gauche et une partie à droite. Mais peut-être avec un seuil différent. Et peut-être, et c'est là où ça va devenir vicieux, peut-être que j'aurais dû découper sur la partie de gauche, sur la partie supérieure, dans la partie jaune. Donc peut-être qu'au lieu de faire un découpage gauche-droite, peut-être que j'aurais dû faire une autre subdivision, mais qui cette fois-ci était encore horizontale. Et après, éventuellement, j'aurais fait un découpage comme ça. Voilà. Donc on peut s'amuser comme ça à faire des découpages, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous mes découpages vont se faire de manière séquentielle. Okay, donc là, le découpage très exactement tel que je viens de vous le faire, première étape, c'était de découper suivant un x1, x2, puisque je découpais horizontalement. Donc je commençais par découper suivant x2, donc soit je suis plus petit qu'un seuil, soit je suis plus grand. Donc je partais, je vais garder mes deux couleurs, soit je partais dans la région jaune, donc j'avais ce petit nœud jaune, soit je partais dans la région bleue. Okay, quand je pars dans la région bleue, je vais récupérer deux nœuds terminaux.
okay, sur la base de x1. Donc ici, je vais regarder par rapport à x1, est-ce que je suis plus grand ou plus petit qu'un seuil. Quand je suis dans la région bleue, j'avais découpé ensuite, alors celui-là, je vais appeler numéro 2. Ensuite, j'avais fait un découpage ici, numéro 3, qui était ce découpage horizontal. Donc là, je commence à me dire aussi, est-ce que x2, en fait, il est plus petit ou plus grand qu'un autre seuil? Et ça, on l'avait déjà vu tout à l'heure quand je vous avais parlé du taux de réussite scolaire, où je disais est-ce qu'on était plus grand ou plus petit que 78%, et ensuite, est-ce qu'on est plus grand ou plus petit que 89%. Okay, donc, on va y arriver, ces deux niveaux. Okay, donc là, je vais créer une partie qui serait une partie en haut puis une partie en bas. Et là, par contre, une fois que j'ai créé ces deux sous-zones, alors si vous voulez, je peux remettre de la couleur, ça va devenir un petit peu lisible peut-être, mais c'est pas très grave. J'avais cette partie en violet, donc, qui était la partie de gauche, et puis je vais avoir une partie, alors je ne sais plus trop ce qui me reste, peut-être du vert, qui va être cette partie-là. Et là, ce découpage se faisait encore sur la base de mon X2. Puis là, j'arrivais encore à un nouveau découpage qui était soit je pars à gauche, soit je pars à droite. Donc on avait cette région en A, puis la région B. Donc je partais sur la feuille A, je partais sur la feuille B. Et ici, je vais avoir les feuilles C et les feuilles D. Okay, donc le découpage se fait, la forme rectangulaire que j'ai créée et qui va être faite de manière, c'est pas juste des rectangles, okay, dans le sens où je peux pas avoir un rectangle par exemple au milieu. Okay, je peux pas avoir dans mon espace dire dans cette partie-là, je vais avoir une certaine probabilité. Okay. Formellement, comment je devrais faire? Je devrais dire je vais découper ici, il y aura la partie en bas, la partie en haut. Éventuellement, je vais dire il y aura la partie en haut, la partie en bas. Je vais avoir une partie à gauche, je vais avoir une partie à droite. Donc, on va avoir forcément au moins ce découpage en 4 branches. Et après, ce qu'on dirait, c'est en fait, dans les 8 classes qui tournent autour de la classe centrale, je vais avoir la même probabilité. Okay, mais ces zones rectangulaires, je ne peux pas les construire ex nihilo. Il va falloir que je fasse ces découpages. Voilà, les arbres, je les découpe avec ma hachette et j'y vais franchement, soit horizontalement, soit verticalement, suivant une variable. Donc l'horizontal ou vertical vient du fait que j'ai une variable et je vais jusqu'à la fin de ma région en fait. Okay, donc pensez à mon premier découpage, j'ai tout coupé sur R. Okay, donc j'ai pris toutes les valeurs possibles en coupant horizontalement. Et ensuite, j'ai créé les deux classes qui étaient les deux classes en bas, à gauche et à droite. Donc, comment je coupe? Je coupe verticalement à partir de l'endroit où j'avais mon nœud dans ma feuille. D'accord? Donc, je me place sur cette région de l'espace et je la coupe avec ma hachette complètement. Je la sépare complètement en deux. Okay, donc, c'est vraiment cette idée de séparer l'espace en deux à chaque fois, voire des sous-espaces. Donc, je vais avoir ces sous-espaces rectangulaires et je les coupe toujours en deux, soit horizontalement et verticalement. Okay, c'est ça qui est raconté dans cette petite capsule. Je vais essayer d'y revoir un peu plus clair. Donc, on se limite à ces notions d'espace, donc d'espace de forme rectangulaire. Okay, donc, je vais avoir ces rectangles dans RP qui permettent d'avoir cet apprentissage. On va avoir quelque chose d'itératif. Okay, donc, l'itération va se visualiser sous la forme d'arbre. Okay, et ensuite, je vais récupérer deux choses. Je vais récupérer les régions, donc cette partition, mais je vais aussi récupérer cette structure d'arbre en parallèle. D'accord, donc les deux visualisations sont importantes et donneront lieu à des interprétations un peu différentes. Maintenant, j'ai toujours pas répondu à la question de comment est-ce qu'on fait. D'accord, donc le problème, c'est que ça reste un problème d'optimisation. Encore une fois, on essaie de construire le meilleur arbre. Donc quand je dis on découpe suivant cette variable, c'est que c'est le meilleur découpage qu'on puisse faire quelque part. D'accord, donc on va avoir une fonction objective qu'on va essayer de maximiser à chacun des nœuds. D'accord, donc ça va être ça l'histoire du découpage en arbre. Okay. Donc, prenons l'exemple classique de la régression. D'accord, donc la régression, je vais avoir une variable y qui est continue. Comment est-ce que je fais pour trouver le meilleur découpage possible? C'est simple, on va récupérer, on va en gros travailler sur l'erreur quadratique moyenne, empirique. D'accord, donc c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre ce que j'observe et ce que je prédis. Et ce que je vous ai dit, c'est que ce que je prédisais, c'était quoi? C'était la valeur moyenne dans la région. Okay, donc, mon Y, un chapeau RJ, c'est tout simplement un Y bar dans la région RJ, c'est-à-dire, je vais tout simplement prendre le nombre d'observations qui sont dans cette région-là, et je vais tout simplement dire, je vais prendre les individus I qui sont dans cette région, donc les XI appartiennent à cette région RJ, okay, et je vais prendre la moyenne de mes observations YI. Okay, donc, on retrouve des choses en fait qu'on avait déjà connues, en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on faisait quand on faisait nos régressogrammes. Okay, quand je faisais mon régressogramme, qu'est-ce que je disais? Je disais, j'ai ma variable X, okay, j'ai des points en Y,
comment est-ce que je faisais mon régressogramme? Ben, je créais une partition en fait de l'espace, mais finalement on fait un peu la même chose ici. Donc je découpais l'espace en plusieurs régions, exactement comme on vient de le faire, et on disait bah, je vais prendre la valeur moyenne dans chacune de mes régions. Okay, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. La seule différence, c'est que quand je vous avais fait définir ce régressogramme, je l'avais fait uniquement en univarié, parce que c'était beaucoup plus simple. Ici, on est fondamentalement dans une dimension plus grande, et surtout, je n'ai pas ce découpage régulier. Okay, l'idée des régressogrammes, c'est de dire, je vais découper de manière régulière, donc peut-être des tranches de pas données. Ici, je peux juste dire, je vais couper en deux, plus petit, plus grand qu'une certaine valeur, et je vais prendre les valeurs moyennes. Okay, donc c'est exactement la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer en fait de trouver comment construire des régions qui vont minimiser ce critère-là. Okay, donc j'ai ce MSE qui va dépendre de ma partition. Je vais essayer de trouver la partition optimale de manière à minimiser ce MSE. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, alors, et c'est pour ça qu'on a cette contrainte que j'évoquais tantôt, qui est de dire, je vais y aller pas à pas. Donc, je vais avoir cet apprentissage séquentiel, où je vais commencer par découper dans une direction, puis dans une autre, suivant une variable, essentiellement pour minimiser le nombre de cas possibles. C'est que sinon, si jamais j'essayais juste de trouver, par exemple, en dimension 2, le découpage supposons que je veux créer 3 régions. Okay, donc supposons que je veuille créer 3 régions, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Donc j'ai ma région A qui va se trouver en haut à gauche, B en haut à droite et C qui se trouve en bas. Okay. Trouver ce découpage optimal, bah, ça peut être compliqué. Okay. Ça peut être compliqué, en tout cas, c'est sûrement plus compliqué que de trouver un découpage, de le couper en deux. Okay. Couper en deux, c'est finalement assez simple. Il suffit de trouver toutes les valeurs possibles quand je découpe suivant la variable x1, tous les découpages possibles suivant la variable x2, mais ça me force à parcourir en gros 2 fois R. Okay. Si jamais je veux trouver tous les découpages possibles, ça me force à balayer beaucoup plus de points. Okay, dans le sens où il faut que je parcours tous les points de R2. Donc on voit qu'on a donc un problème de malédiction de la dimension qui est que quand je commence à avoir la dimension P, si jamais j'essaye d'imaginer juste 3 hyperrectangles de cette forme-là dans tout l'espace, ça devient tout de suite très très gros à essayer d'optimiser. Okay, donc c'est pour ça qu'on va partir, et c'est l'idée très maligne de la méthode carte, de dire je vais vraiment faire ce découpage séquentiel. Ça permet de résoudre ce problème-là qui sinon est un vrai problème computationnel compliqué. Okay, donc, dans une vision régression, on essaie de minimiser un MSE, donc ce qui va correspondre en gros à dire bah, je veux minimiser quelque part une variance intra. D'accord, donc je veux avoir des groupes qui sont relativement homogènes entre eux. Okay, donc c'est ça qu'on est en train de dire. Je veux que dans mon groupe R1, je sois très proche de mes Y soient très proches de ma valeur moyenne. Okay, donc, encore une fois, prendre le carré, c'est équivalent à travailler sur une variance. Hein. Donc c'est vraiment dire je veux des groupes homogènes entre eux. Okay, et encore une fois, comme la variance, elle est constante, la variance décomposant une variance intra, variance inter, avoir des groupes homogènes, ça veut dire au contraire avoir des homogènes à l'intérieur, ça veut dire avoir des groupes qui sont très différents. Donc j'aimerais bien avoir tous les grands Y dans un coin, tous les Y moyens dans un autre endroit, et tous mes Y petits dans un autre endroit. Okay, dans un monde idéal, c'est ça qu'on voudrait. Okay, mais on est très contraint par cette forme, parce que je ne peux pas aller chercher n'importe quoi, et je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite. Si jamais j'ai une classification, le MSE il va s'écrire de manière un petit peu particulière, c'est qu'en fait on peut montrer que qu'est-ce qui se passe quand je regarde la grandeur qui se trouve à l'intérieur, donc ce que j'appelais tout à l'heure ma variance intra quelque part, va s'écrire de manière très très simple, c'est que dans un problème de classification, une variance intra c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 valeurs possibles pour mon Y, soit ça vaut 0, soit ça vaut 1. Okay, et donc en fait on voit apparaître quelque chose qui va être très lié à un problème de probabilité. Okay, donc que je vais pouvoir expliciter un petit peu. Donc en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ce qu'on essaye de minimiser, c'est une grandeur qui va ressembler à ça. Et donc en fait, je suis juste en train de me dire, alors il y a une petite erreur ici, ça devrait être un 1. Okay, je suis en train de regarder tout simplement la proportion de 1. Donc c'est ma probabilité d'être de type 1, multipliée par la probabilité d'être de type 0. Okay, donc on retrouve ce P1-P qui va avoir un nom un peu particulier, ce qu'on appelle l'indice de Gini. Okay, donc l'indice de Gini sera le critère qu'on essaiera d'optimiser, mais c'est équivalent en fait à travailler sur un problème de minimisation de variance intra. Donc ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on veut minimiser cette fonction-là qui fait intervenir du P1-P. Alors P1-P, on le connaît tous par cœur, hein, je vous l'ai déjà tracé 1 milliard de fois, je pense. Peut-être pas 1 milliard, mais quand même pas mal. C'est cette petite parabole, okay, P1-P, qui vaut 0 quand on est sur les bords. Donc effectivement, ça a du sens.
minimiser cette fonction-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut se retrouver sur les bords. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une feuille, donc ici, je regarde la probabilité d'être de type 1 ou de type 0 dans la feuille J. Okay, quand est-ce que cette fonction-là sera minimale? Ben, elle sera minimale soit quand je suis par là, soit quand je suis au contraire dans cette partie-là. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je serai content quand dans ma classe J, j'ai soit que des personnes qui sont décédées, soit que des personnes qui ont envie. Mais c'est bien, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de discriminer au maximum dans nos feuilles et de dire je veux mettre tous les morts d'un côté et tous les vivants de l'autre. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, la prévision est très très simple. Si dans une région de l'espace, 99% des gens ont survécu, quand on est dedans, on peut dire avec une forte confiance que les gens ont survécu. Alors qu'au contraire, quand on est proche de 1,5, on est dans la partie du milieu où on n'a pas grand-chose à dire, quoi. Alors, si jamais je suis dans une région où j'ai 45% de chances de mourir, 55% de chances de décéder, je ne suis pas super confiant, quoi. Contrairement, au contraire, au cas où j'aurais réussi à découper en deux et à opposer ces notions de vivant et de survivant. Okay, donc, l'indice de Gini qu'on verra réapparaître tout le temps, qui est l'indice en fait par défaut quand on fait un arbre de classification, s'interprète comme étant tout simplement un problème de variance intra. Donc, on veut essayer d'avoir des variances dans chacune des classes qui sont les plus petites possibles, ce qui veut bien dire qu'on est sur une recherche de feuilles homogènes. Okay, ce qu'on veut, c'est que dans chacune des feuilles, on soit homogène. Et donc, forcément, on veut que nos feuilles soient différentes entre elles, tout simplement à cause de cette égalité de la décomposition de la variance. Okay, alors, il y a d'autres petites. J'insiste un tout petit peu sur la classification parce que c'est l'endroit où les arbres sont les plus populaires. Okay, on peut définir une fonction d'impureté qui sera tout simplement une fonction de la probabilité d'être dans la classe 1, de manière générale. Okay, donc, ce qu'on va demander, c'est que la fonction elle soit symétrique, okay, et elle soit minimale sur les bords. Okay, donc, en fait, la fonction de Gini, c'est une fonction un peu particulière. Elle est simple parce que c'est une parabole, mais ce n'est pas forcément celle qui est toujours utilisée. Alors, il y en a une qui est la fonction de mauvaise classification, qui va être cette fonction triangulaire, okay, qui vérifie aussi cette propriété-là. Alors, on n'a plus l'interprétation en termes de variance, mais je continue à avoir une fonction qui va me donner des valeurs minimales quand je suis dans des classes homogènes, c'est-à-dire beaucoup de personnes, enfin, en tout cas une probabilité de survie qui est très très faible ou très très grande. Okay, donc, j'ai vraiment réussi à séparer ma population, donc en ayant une classe homogène, des feuilles homogènes. Et il y en a une qui est aussi très populaire pour d'autres raisons, c'est la fonction d'entropie. Alors, je ne peux pas faire j'ai pas le temps de faire des capsules en théorie de l'information, mais l'entropie est une mesure très classique en traitement du signal. Donc, au lieu de travailler sur cette fonction qui était en P1-P, on a cette fonction en P log de P, 1 P log de, plus log de P, 1 P. La seule chose, c'est que cette fonction, elle est forcément négative. Okay, donc, je vais prendre moins cette fonction-là pour avoir une fonction que je cherche à minimiser. Okay, donc, je veux minimiser ces indices. Alors, par la suite, j'introduirai moins le coefficient de Gini, on essaiera de maximiser des fonctions. C'est pas forcément très malin, mais voilà, mes codes étaient faits comme ça, j'ai pas eu le temps de les changer. Mais voilà. Fondamentalement, on essaye de minimiser un MSE. Minimiser un MSE, ça revient à faire des minimisations de variance intra. Ou alors se dire que j'ai un indice de Gini qui va être minimal, et l'indice de Gini, ça correspond à l'interprétation de ma variance dans le cas binaire, c'est-à-dire on a cette fonction P1-P. Okay, donc, je resterai sur des classifieurs binaires, ça peut s'étendre à plusieurs classes, okay, où on peut non pas vouloir savoir si une personne décède ou survit, mais éventuellement on pourrait avoir 3 classes, et donc on essaie de savoir si jamais on est sur du ABC par exemple. Alors ça peut se traiter dans des problèmes de fraude par exemple, c'est fraude avérée, fraude suspectée, pas de fraude, okay, donc on aurait 3 classes. Dans ces cas-là, il faut étendre ces fonctions qui marchent uniquement dans dimension 2. Okay, mais encore une fois, ce P1-P, formellement, c'est du probabilité d'être de type 0, probabilité de type 1, donc on voit que ça peut se généraliser en dimension plus grande. Ok, j'ai l'impression que je parle depuis longtemps, je vais faire une petite pause ici, puis on reviendra sur les arbres juste dans un instant. Ok.